Bonjour à toutes, bonjour à tous, Saint-Étienne de retour au charbon ce samedi. Les hommes d'Éric Orneland accueillent l'OGC Nice pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Pour votre avant-match, je suis toujours en excellente compagnie avec Sylvain de Peuple Vert. Sylvain, comment te portes-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va. Frustré du match de dimanche forcément et surtout de son issue, mais on a retrouvé certaines choses qui sont pas négligeables, donc curieux de voir la suite, même si on s'attaque à un gros morceau du championnat. Et puis je suis également accompagné pour sa première sur l'émission sur l'avant-match avec Karl, El Carlusso. Comment vas-tu aujourd'hui, confiant pour ce week-end ? Bah écoute, salut Colin, ouais, merci pour l'invite, je suis très content de faire cette émission avec toi et avec Sylvain. Confiant avant ce week-end, non, je dirais pas jusque-là, mais j'ai bon espoir en tout cas qu'on fasse mieux qu'au match aller, même si c'est pas compliqué. C'est ça, une rencontre donc qui... Vas-y, je t'en prie. J'ai cru. Non, Sylvain. Une rencontre donc, pardon. Non, je rigolais, il me fait rire parce que il a raison. On a tellement, enfin, le match aller, les collectors, mais pas dans le bon sens, et c'est terrible. Et bien entendu qu'on fera mieux parce que je peux pas croire qu'on fasse deux fois, enfin qu'on fasse pire, c'est impossible, et qu'on fasse aussi catastrophique. Je peux pas le croire. En tout cas, je suis peut-être naïf, mais je peux pas le croire. C'est ça, on rappelle un solide 8-0 quand c'était pris donc à l'extérieur. On reviendra évidemment là-dessus, peut-être pour laver l'affront. Avant, on reviendra sur la forme de l'AS Saint-Étienne et le nul frustrant, comme tu disais, Sylvain, concédé à domicile face à Angers. Mais avant tout, messieurs, on va revenir sur la forme de l'OGC Nice, une équipe troisième du championnat de Ligue 1. Les Verts devront forcément gagner, on va dire, en solidité pour réussir à être performant face aux Aiglons, puisqu'on est sur la troisième attaque du championnat. D'un point de vue de la défense, il s'agit donc de la cinquième du championnat de Ligue 1. Et puis sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont encaissé que 2 réalisations, notamment et puis face aux équipes concurrentes au maintien de l'ASS, face au Havre et Montpellier. 3 victoires consécutives, notamment avec Lens. Et donc contre 2 concurrents au maintien. Sylvain, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que l'ASS saura faire mieux que face à ses concurrents au maintien, donc Le Havre et Montpellier, qui ont été battus par le GC Nice ? Forcément, si on a une part de lucidité sur la rencontre qui arrive, il est évident qu'on n'est pas favori, bien que le match soit à Geoffroy Guichard. On affronte un gros morceau du championnat qui se classe troisième actuellement, hein, qui est passé devant Lille ce week-end. Voilà, c'est une équipe qui a un pouvoir offensif très très intéressant, avec des joueurs de grande qualité. Et il y a Guessant qui fait une super saison. Ali Chaud, c'est un top joueur, moi je trouve. Laborde, j'ai toujours aimé aussi, c'est un joueur de devoir. C'est un joueur fiable qui fait toujours ses saisons et sur lequel on peut compter. Et puis voilà, après, il y a quelques joueurs qui feraient grand bien chez nous, évidemment, hein. Je pense à Dante, qui est un exemple de longévité, qui est un exemple de professionnalisme et qui est un exemple de défenseur, tout simplement, hein, qui, malgré son âge avancé, fait partie des meilleurs défenseurs du championnat. Donc ça va être une mission très compliquée. Maintenant, on se rend compte que nos concurrents n'ont peut-être pas pris de points contre Nice, mais ils ont été en mesure d'en prendre contre Monaco, contre Lille. Donc voilà, il va falloir aussi que nous aussi, on soit en mesure d'aller chercher certains points contre des plus gros, et d'autant plus à domicile. C'est vrai que tu parlais des grosses individualités du côté de l'OGC Nice, avec un Evan Guessant notamment, qui a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives. Karl, tu penses qu'il sera obligatoire pour l'ASS de rehausser le niveau affiché face à Angers le week-end dernier ? Ah ben c'est évident, et puis après je vais balancer une banalité, enfin, c'est-à-dire que rehausser le niveau, mais enfin, face à une armada offensive comme celle de l'OGC Nice, il faudra rehausser le niveau en défense, et pas que on réduit souvent ça à la charnière centrale, mais c'est-à-dire avec des joueurs aussi rapides sur les côtés, et avec même parce que Nice il joue avec des pistons, c'est-à-dire qu'on va se faire, j'ai peur que sur les côtés, avec un Jonathan Klaus qui est vraiment dans une forme olympique aussi, j'ai vraiment peur que sur les côtés on souffre. Donc évidemment que si Saint-Étienne veut au moins faire l'illusion et être à la hauteur de son public, parce que c'est peut-être, moi c'est le seul, ce qui me laisse un infime espoir, c'est le public, c'est le fait qu'on soit à domicile. Donc si Saint-Étienne veut faire bonne impression, il faudra assurément rehausser le niveau, surtout en défense. Ouais.
Est-ce que tu t'attends plutôt à une rencontre pour limiter la casse ou est-ce qu'il faudra limiter la casse le plus possible ou plutôt profiter pour reprendre confiance face aux Aiglons? Moi, je pense que la confiance, elle repassera par justement le fait d'encaisser moins de buts, parce que même en prendre 3 contre Angers, bon, on sait, il y a 2 pénaltys encaissés, etc. Mais retrouver de la confiance et pour pouvoir aborder les 2 matchs cruciaux qui arriveront juste après Le Havre et Montpellier, ça sera assurément par se rassurer défensivement. Est-ce que ça passera par des changements peut-être, mais effectivement, je pense que, enfin, je sais plus qui disait ça en interview après le match d'Angers. Je crois que c'était Bernauer, ou c'était avant le match même, Bernauer qui disait que la défense, ça passait évidemment pas uniquement par la dernière ligne, mais aussi par dès la ligne d'attaque. Et je pense que ça sera plutôt le fait de voir cette cohésion d'équipe dans le secteur défensif qui sera la clé de ce match-là. C'est vrai qu'on reviendra justement tout à l'heure sur les qualités défensives de l'ASS, pour pas dire moins. Sylvain, de ton côté, à quel scénario est-ce que tu t'attends? Tu t'attends à un match comme on a pu livrer face à l'OM, un peu plus compliqué, ou face au LOSC récemment, avant d'avoir été réduit à 10? C'est compliqué parce que les 2 matchs que tu cites, ça a été des matchs aussi à l'extérieur. Oui, face à des gros cylindrés, mais c'était des matchs à l'extérieur. C'est un secret de polichinelle qu'on est en grande difficulté à l'extérieur, hein. 2 points pris depuis le début de saison, c'est très insuffisant. Maintenant, il est évident, et on l'a répété à plusieurs reprises, que notre maintien passera par les matchs à domicile. Or, à domicile, il nous reste à jouer Nice, il nous reste à jouer Monaco, il nous reste à jouer Paris. Donc, à un moment donné, il va aussi falloir prendre des points contre les équipes qui fonctionnent. Et au-delà de ça, on a perdu 2 points contre Angers ce week-end et il faudra les retrouver quelque part. Si on veut aspirer au maintien, il faudra les retrouver quelque part. Et pourquoi pas aller les chercher dès ce week-end avec soit un nul, soit une victoire surprise qui serait vraiment la bienvenue dans cette course au maintien, parce que les 3 matchs qui arrivent sont cruciaux pour la suite du championnat. Et si vous voulez mon avis, si sur les 3 prochains matchs, on n'a pas au minimum 2 victoires, ça sera très compliqué. Très 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 compliqué. Ouais, je suis d'accord avec Sylvain. Ouais, vas-y. Mais parce que Sylvain a cité les PSG à domicile, Lyon à domicile, Nice et tout. Mais c'est vrai que là, je regardais, en fait, il nous reste potentiellement qu'un match contre une équipe qui était programmée pour jouer le maintien et au final s'en sort beaucoup mieux que prévu. D'ici là, c'est que des gros calibres qu'on joue à domicile. Or, je sais pas, on a combien de points aujourd'hui? On a 19 points. Il y en a peut-être 17 qui ont été pris à domicile. Si on peut même pas prendre des points à domicile, ça risque de vraiment d'être mission impossible. Donc effectivement, finalement, ce match-là contre Nice, c'est vraiment gain de points obligatoire. Hein. Je sais pas de quelle manière, mais il faudra. Quoi. C'est vrai que, et puis pour revenir un petit peu, c'est vrai que on rappelle que Franck Reyes, il sera suspendu il a été suspendu, on va dire, par la commission de discipline des Verts, donc qui seront à domicile, comme tu disais, qui sont peut-être un peu plus à l'aise à domicile. Tu penses qu'il faudra compter sur ces petits détails-là pour performer face à Nice, Karl? Oui, je pense assurément. Et moi, ce que je note, c'est que par rapport à la saison dernière, où on pouvait entendre, par exemple, Dalloglio dire que les joueurs pouvaient être pétrifiés par cette ambiance, j'ai l'impression que cette année, on n'a plus ça. J'ai l'impression que des joueurs, alors évidemment qu'il y a une prise de confiance dans un Chaudron qui a toujours été derrière ses joueurs et qui n'a jamais montré d'hostilité, mis à part à la frustration de fin de match, notamment le week-end dernier, mais ce qui peut se comprendre en fait. Je pense que le public peut être vraiment un soutien et que les joueurs doivent s'appuyer là-dessus, notamment pour se rassurer en premier lieu défensivement. Mais je pense que non seulement la défense va devoir s'appuyer sur l'ambiance, mais aussi ça va être aussi aux attaquants d'emballer dans etc. J'étais pas au match, mais la deuxième mi-temps contre Angers, j'ai cru comprendre que c'était extraordinaire ce qui se passait, quoi. Et je pense que les joueurs doivent y mettre du leur aussi pour permettre à ce Chaudron de porter l'équipe et d'y amener du courage, quoi. Sylvain, t'es d'accord avec cette notion de 12e homme sur laquelle les Verts devront compter pour réussir à renverser le match au cas où s'il y a une difficulté, et puis pourquoi pas à prendre les devants face à Nice? C'est évident, de toute façon, face à une équipe qui était supérieure intrinsèquement sur tous les postes,
il est évident qu'il faut s'appuyer sur des appuis et des atouts tous les atouts qui vont être disponibles pour nous rapprocher d'une valeur égale ou proche de cette équipe. Il faut les utiliser. Évidemment que Geoffroy Guichard est un plus, comme l'a justement souligné Karl. Il est à la hauteur de la saison difficile qu'on est en train de mener. Il lâche rien. Il va se battre jusqu'au bout, ce public, en même temps que ses joueurs. Et je pense que le message qui a été envoyé aussi par les joueurs face à Angers, mener 2-0 et être capable de renverser ce match, c'est aussi un message des joueurs pour leur dire, vous avez vu, on ne lâchera pas nous non plus. Et il faut être avec nous, mais nous on lâchera pas non plus. On sait qu'on est limité, on sait que ça va être dur jusqu'au bout, mais par contre on est capable, grâce à votre force, grâce à l'énergie que peut avoir ce stade, faire des choses qui sont sympas. Donc oui, bien entendu qu'il faut s'appuyer sur ça. Il va falloir profiter de chaque match à domicile, même s'il y en a plusieurs qui vont être compliqués à jouer. Et puis maintenant, il faut parler français. Il nous reste 11 matchs. Il faudra en gagner au moins 4 ou 5. Voilà, point à la ligne. Si tu veux t'éviter un barrage compliqué ou je ne sais quoi, il faudra en gagner, à mon avis, 4 ou 5. Et puis, il peut aussi y avoir une petite question d'ego aussi qui peut rentrer en compte dans cette prestation, puisqu'on le rappelle, les Verts ont pris un joli 8-0, t'en parlais tout à l'heure, le 20 septembre dernier. Tu penses que ça peut être un facteur de motivation pour les Verts de laver l'affront du début de saison dernier? Enfin, du début de saison. Sylvain? Oui, forcément. On fait face quand même à des joueurs qui ont de l'ego, c'est des joueurs professionnels. Ils ont quand même un amour-propre et une volonté de laver l'affront, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'ils en ont les possibilités? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce que le scénario que va nous offrir ce match permettra de laver l'affront? Ça, c'est une autre question. Il faut pas se voiler la face. Si Nice est à la hauteur de ce qu'il est capable de faire et que Nice est sérieux et met les ingrédients nécessaires, Nice gagnera. Faut pas être dans le déni non plus par rapport à ce qui peut se passer. Par contre, à Saint-Etienne, de faire en sorte que le match ne se passe pas comme prévu, à Saint-Etienne de se faire porter par son public, et à Saint-Etienne de créer la surprise, tout simplement. Karl, en tant que supporter, est-ce que t'as pas un peu peur de reprendre cette claque ce week-end? Dire pourquoi, parce que là, j'ai regardé la composition du match aller et en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Mathis Amougou n'est plus là, Mathieu Cafaro n'est plus là, Pierre Cornu ne joue quasiment plus, Abdelhamid ne joue plus, Denis Sapia visiblement, il sera pas. Voilà, il est pas là. On fait que dans l'entour, donc, c'est-à-dire que l'équipe, enfin, c'est-à-dire que même le milieu en changeant Amougou et Mouefek, c'est plus du tout le même milieu. C'est-à-dire qu'il y a que Ekwa qui est encore là et ça sera peut-être sans doute un Bouchouari Tardieu à la place. Donc je me dis que finalement, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que notre milieu de terrain, je le trouve bien meilleur aujourd'hui que celui qui s'est déplacé à l'Alliance Riviera en septembre. Après, même au niveau offensif, bien qu'après Michael Nadé était rentré, on s'est basculé arrière. Je trouve en fait finalement assez paradoxalement que l'équipe d'aujourd'hui construite aujourd'hui est plus et peut davantage faire face à l'armada offensive niçoise. Bon après la qualité d'un match est toujours différente, mais sur le pied en tout cas. Mais c'est vrai qu'on a vu c'est vrai qu'on voit cette différence en tout cas ces derniers temps, notamment face à Angers, pour revenir un petit peu sur la prestation du week-end dernier, puisque les Verts pensaient la victoire acquise à domicile face à l'équipe d'Alexandre Dujeu, puisqu'ils étaient menés jusqu'à la 52e minute de jeu, et Pierre Ekwa décide d'envoyer, on va dire, un sacré pétard au fond des filets, et même Irving Cardona, par l'intermédiaire d'un doublé à la 73e minute de jeu, qui laissait du coup miroiter cette première victoire en championnat depuis plus d'un mois. Mais les Verts ont concédé leur 13e penalty de la saison. Aucune équipe des top 5 européens ne fait pire. Il est transformé évidemment par Bemba Dieng. Sylvain, quels sont les enseignements que tu tires de cette rencontre, de ce match nul concédé dans les derniers instants de la rencontre? Moi, j'ai aimé la réaction malgré tout. Parce que tu sais que tu joues un match d'une importance capitale. Au bout d'un quart d'heure de jeu, tu es mené 2-0 sur, à mon avis,
une grossière erreur défensive sur le premier penalty de Batu Binsika, qui offre littéralement le penalty, et sur un attentisme sur le deuxième qui également laisse des regrets. Et puis voilà, il y a Cardona qui sonne la révolte et qui prend le costume un peu de cadre dans ce moment difficile. J'ai aimé l'entrée de Davitashvili aussi. Voilà, maintenant, tout ça, c'est bien beau, et ça fait pas de points. Il va falloir que la Saint-Etienne peut-être soit moins conquérante, mais fasse des points. Il faut maintenant devenir beaucoup plus pragmatique, alors pas forcément dans le jeu, mais surtout par rapport aux résultats finaux. Il faut qu'on fasse des points maintenant. Il y a une véritable urgence de points. La chance qu'on a, c'est que Le Havre et Montpellier n'avancent pas beaucoup plus vite que nous, mais à un moment donné, ils vont finir par avancer. Et il va falloir qu'on avance au moins aussi vite qu'eux pour finir barragiste. Et ça serait bien qu'on avance plus vite qu'eux, quitte à aller chercher Reims et finir 15e. Ça serait fantastique de finir la saison 15e, de passer cette première saison qui est à mon avis primordiale dans le projet Kilmer, parce que c'est la saison la plus difficile. On lance un nouveau projet, on a des nouveaux joueurs qui arrivent, on crée un nouveau club, entre guillemets, de par son projet de jeu, de par son identité, de par son axe de travail, etc. etc. Maintenant, il faut passer cette première année parce que, quelle que soit la communication que nous offriront les dirigeants à l'issue de la saison, si le club est relégué en deuxième division, c'est un échec. C'est un échec. Et le projet prendra du plomb dans l'aile. Parce que malgré tout, quand tu passes une saison à jouer en Ligue 1, certains joueurs n'accepteront pas de rester pour les beaux yeux de la Saint-Etienne. Tout ça, c'est de la poésie. Il faut pas être dans le déni par rapport à tout ça. Donc, il faut absolument se sauver. Il faut qu'on fasse les points nécessaires. Peut-être que ça passera par le barrage, c'est pas impossible. Et quoi qu'il en soit, le projet 1, l'année 1 du projet Kilmer déterminera la suite et la viabilité du projet mis en place surtout. C'est ça, le temps urge, parce que pour rappel, les Verts donc, sont 16e du championnat de Ligue 1, avec 2 petits points d'avance sur Le Havre, 4 sur Montpellier, donc avec 19 points. Donc prendre des points, voilà, comment dire, prendre des points pour la Saint-Etienne devient impératif. Karl, tu retiens quoi, toi, de ton côté? Est-ce que tu retiens la frustration d'avoir perdu 2 points, ou plutôt le fait qu'on ait réussi à en prendre un après avoir été mené au score face à Angers? Ah non, alors à choisir entre les deux opportunités, je vais plutôt privilégier la frustration d'avoir perdu 2 points, parce qu'en fait avant le match, on disait tous Angers était sur une bonne dynamique. Une bonne dynamique, oui, on est sorti contre Reims, quoi. Mais on était tous d'accord pour dire que 3 points, c'était pas, on espère afficher un point à domicile. Donc non, c'est la frustration que je retiens avant tout, c'est-à-dire que comme disait Sylvain tout à l'heure, on a perdu 2 points, il va falloir bien les rattraper quelque part d'ici la fin de la saison. En revanche, ça n'empêche pas de noter effectivement cette capacité de réaction qui commence à être un peu la marque de fabrique de la SSE d'Orneland, hein. Mais c'est justement aussi une leçon à tirer pour le match de samedi, pardon. C'est-à-dire que ça va être l'entame de match qui va être crucial, c'est-à-dire qu'on va éviter dès le premier quart d'heure de jeu, ou voire même la première demi-heure, parce que en jeu, on en prend 2 en 17. Au Vélodrome, on en prend un à la 27e. À Rennes, on en prend un à la 15e. C'est-à-dire qu'on se tire des balles dans le pied dès le début des rencontres. Et après, c'est difficile, évidemment, de revenir au score. On y arrive. Mais quand on en prend 1, 2, voire 3, quand bien même tu as une capacité offensive qui se développe petit à petit, avec notamment et la bonne entente qui se noue avec Davitashvili. Comme disait Josh Randall dans sa chronique, quand tu prends 3 buts par match, c'est impossible d'espérer mieux que d'espérer une victoire et des points à la clé, quoi. Donc ouais, la frustration, mais en même temps l'espoir d'avoir tiré des leçons de ce match-là, où en fait tu peux t'en prendre qu'à toi-même, hein, d'avoir perdu 2 points contre. Et puis au-delà de tout ça, ce que tu soulignes, c'est hyper intéressant, le fait d'avoir des grosses difficultés dans ces débuts de match. Mais moi, ce que je veux souligner, c'est qu'à un moment donné, lorsque tu joues à Geoffroy Guichard dans un stade comble qui n'attend qu'une chose, c'est de s'embraser, je comprends pas pourquoi les entames de match sont si timides. Justement, tu devrais surfer sur ces braises là qui ne demandent qu'à prendre feu, et sur ce stade qui demande qu'à s'enflammer.
Et au lieu de ça, tu es là, tu subis un penalty grotesque au bout de 5 minutes, t'as pas de réaction, il faut un peu sortir de la torpeur avec cette tête venue d'ailleurs de Cardona pour... Et puis tout d'un coup, tout prend forme en fait. Tout rentre en fusion, t'as un mec qui frappe de 20 mètres, ça fait poteau rentrant, t'as David qui fait des passes décisives, qui joue pas pour lui, tout rentre en fusion en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi, dès le début du match, on n'est pas sur une dynamique à commencer très fort, à surfer sur ça, à ouvrir le score et à, pour une fois, nous, avoir le contrôle du match et arrêter de courir sans cesse après ce score. Parce que depuis qu'Orneland est là, c'est quand même dramatique le nombre de fois où on a concédé l'ouverture du score. Mm. C'est vraiment problématique. Et puis surtout, on rappellera que face à l'OGC Nice, le 21 septembre dernier, les Verts encaissaient les 4 premiers buts de la rencontre avant les 30 premières minutes de jeu. Donc c'est quelque chose qu'il faudra forcément travailler, autant sur la charnière défensive que sur l'ensemble du 11 aligné par Eric Orneland. Et justement, pour revenir sur la charnière, on parlait tout à l'heure des 13 pénaltys concédés depuis le début de saison, qui fait que l'ASS, la pire équipe européenne pour revenir là-dessus. Est-ce que pour toi, Sylvain, c'est un problème qui s'explique par les carences défensives? C'est un problème mental? C'est un problème de qualité? Comment est-ce que tu expliques ça du côté du Forêt? Un peu partout. Oui, par des carences défensives, c'est certain. Quand je vois le penalty concédé par Batou Binsika ce week-end, je suis désolé. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dois accompagner, on l'offre. Et puis après, il y a aussi une chose, c'est qu'on a quand même pas beaucoup de décisions qui nous sont favorables. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal avec le penalty de Bernauer à la 95e minute. Hein. Tu sais que t'arbitres une équipe qui est complètement malade, qui a déjà concédé 12 pénaltys, t'as bientôt le record d'Europe du nombre de pénaltys sifflés. Tu vis ça et tu te dis qu'il y a pénalty. Franchement, on n'est pas non plus épargné par toutes ces choses-là. Après la faute sur Bouchouari contre Rennes, après le carton rouge de Batou Binsika à Lille, où c'est quand même c'est quand même léger. Le penalty qu'on subit à Lille, pareil, on a le même contre Rennes avec Stassin, il n'est pas sifflé. Là, contre nous, il est sifflé. Donc, à un moment donné, il y a quand même des décisions qui sont malheureuses aussi. Alors, je ne peux pas me cacher derrière l'arbitrage, hein. Attention qu'on soit bien honnête. Hein. Je dis simplement que c'est une chose supplémentaire à nos carences défensives. C'est une chose supplémentaire à notre manque de confiance. Parce qu'à un moment, c'est aussi un manque de confiance. On le voit bien. Bernauer, comme il défend, à la 95e minute, on voit qu'il veut intervenir. Il veut prendre les devants. Le garçon, il est même pas en position de frappe. Mets-toi en opposition, relance-le. Il y a Boki qui est en train de fermer avec toi. Au pire, il vous tire dessus. Mais non, on a des gestes. Peut-être qu'on veut surjouer du fait de la difficulté de la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne. Et ça nous fait faire des erreurs. Et c'est dommage parce que voilà, les pénaltys, c'est une chose. Mais à un moment donné, 13 pénaltys concédés. Nous, on n'en a pas eu 50, on en a eu 2 si je dis pas de bêtises, contre Lille et contre Angers. Opta Karl nous confirmera. Mais à un moment donné, tu t'as jamais un match où l'équipe adverse, il y a un mec qui se fait expulser à la 15e, 20e minute. Pourtant, qu'on traîne la faute sur Bouchouari, ça aurait pas été impossible. Quand je vois comme Hochberg fait traîner aussi sur Bouchouari au Vélodrome, ça aurait pas été impossible non plus. Et en fait, on souffre aussi de ces choses-là. À un moment donné, tu as besoin, quand tu es en manque de confiance, d'aller pousser de quelque chose d'autre. Et malheureusement, nous, ça n'arrive pas, quoi. Ça n'arrive pas. Karl, tu penses que pour améliorer la situation, Eric Orneland devrait remodeler la charnière centrale, peut-être tenter un Bernauer à la place d'un Batou Binsika, un peu en difficulté ces derniers matchs? Oui, moi je serais tenté de vouloir. Parce qu'en fait, je me dis que, quitte à expérimenter des choses, je pense que c'est le bon moment demain. Samedi, pardon. C'est-à-dire que. Non, c'est pas samedi, c'est après contre après Montpellier. C'est là où il faudra pas se louper avant. Et je me dis, quitte à vouloir tenter des choses et donner sa chance à Bernauer plus que 20 minutes en fin de match, pourquoi pas les tenter. Voilà. Tu parlais d'ailleurs de la question psychologique du match aller. Et effectivement, Batou Binsika, lui, était là. Et justement, je crois que c'était lui qui marque son camp dès 4 minutes. Ça, c'est le premier. Voilà, 4 minutes.
c'était lui à l'époque. Et en fait, je me dis pourquoi pas tenter un Bernauer Nadé, surtout que je pense que les deux sont assez compatibles, même très compatibles. Et oui, je me demande si c'est pas l'occasion ou jamais. Je sais pas ce que t'en penses, Sylvain, toi. Je pense que malheureusement, j'adore Batou Binsika, j'adore ce qu'il dégage en tant qu'homme, en tant que voilà, j'adore ce qu'il a fait pour la montée en Ligue 2 l'année dernière, ça a été un élément essentiel. Mais je trouve que son apprentissage de la Ligue 1, il est quand même très difficile, hein. Il rend quand même des copies cette saison qui sont très moyennes. Il est en difficulté sur pas mal de choses. Euh, c'est dur, c'est dur. Mm. Je... Après, voilà, Bernauer, il arrive. Bernauer, il fait une entrée plus que correcte contre Angers jusqu'au penalty. Et puis évidemment, son penalty vient gâcher son match, hein. On va pas non plus faire les aveugles. Son penalty vient gâcher son match et il nous coûte 2 points. Dans une situation comme ça, il défend mal. Il doit juste simplement l'accompagner, comme je disais précédemment. De toute façon, je me questionne sur la possible suspension de Batou Binsika ce week-end. À partir du moment où Batou Binsika sera suspendu, la question ne se posera plus, hein. De toute façon, il faut faire jouer un droitier. On a essayé de jouer avec deux gauchers. Abdelhamid Nadé, ça n'a pas fonctionné. Donc, si Batou Binsika est suspendu ce week-end par évocation de son sursis, voilà, il jouera avec Bernauer et Nadé. Et si ça fonctionne, à mon avis, il renouvellera sur les matchs du Havre et de Montpellier. Quoi qu'il en soit, que ce soit avec Bernauer, que ce soit avec Batou Binsika, je me répète, hein, mais il faudra des points, c'est tout. Il faut qu'on fasse des points. Il faut absolument qu'on fasse des points. C'est ça, et puis surtout des choix opérés par Eric Horneland qui sont parfois payants, puisque pour revenir sur la prestation du coup de l'ASS face à Angers, l'entraîneur norvégien a préféré Irving Cardona à Zuriko Davitashvili, un pari gagnant puisque l'attaquant français inscrit donc un doublé qui aura presque permis, on va bien insister sur le presque, permis à l'ASS de prendre ses 3 points. Alors que la SS a jamais été aussi proche de la zone rouge, que les Verts doivent faire une série de résultats impératifs dans la course maintien. Est-ce que tu penses, Sylvain, que Cardona doit enchaîner les titularisations avec avec son récent doublé à la place de Davitashvili ou d'Augustin Bouaké? À l'inverse sera incompréhensible, hein. Moi, honnêtement, s'il n'est pas titularisé ce week-end contre Nice, je comprendrais pas. Je comprendrais pas un garçon qui met un doublé, qui triche pas, qui donne 100% de ses possibilités, qui a besoin de monter encore physiquement, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un gros coffre et qu'une fois qu'il sera bien physiquement, il sera en mesure de faire les 90 minutes à tous les matchs. Bien entendu qu'il va continuer. Et puis, dans l'état des choses actuelles, je pense que le fait que Davitashvili lui donne un but, ça va aussi éteindre certaines rumeurs, fondées ou pas fondées, on ne sait pas véritablement, mais ça va aussi éteindre quelques rumeurs par rapport à leurs possibles relations ou mauvaises relations. Et puis voilà, aujourd'hui, pour moi, la meilleure attaque en termes de forme du moment, c'est Cardona à droite, c'est Stas Andrax et c'est Davitashvili à gauche. Mais je pense que c'est le trio qui sera aligné contre Nice. Karl, on se rappelle du Cardona comme l'homme de la montée. Est-ce que tu penses que c'est important justement aujourd'hui de compter sur ce genre de joueur, surtout à domicile, pour aller chercher ce maintien? Ben, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors déjà de 1, c'est-à-dire que dans l'équipe actuelle aujourd'hui, finalement, c'est un des équipes où il y a ont joué la montée, c'est-à-dire que lui est l'un de ceux qui a connu ce qui s'est passé l'année dernière, l'enfer de la Ligue 2, le strict à la dernière journée, enfin jusqu'au barrage, etc. Donc il y a cette question-là à faire perdurer pour empêcher de redescendre là où on était l'année dernière, de 1. De 2, Cardona, il a vraiment une relation très particulière avec le chaudron, hein. C'est vraiment un truc, ce que je disais, mais je le disais le jour, mais que c'est au-delà du rationnel, c'est irrationnel. Il y a un lien, une connexion qui s'est créée avec ce public qui fait que à domicile, t'as l'impression que Cardona, je sais pas, il est capable de tout, de décrocher une tête totalement lunaire, de te faire une frappe comme contre Bordeaux la saison dernière. J'ai l'impression que c'est totalement, irrationnel. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais j'ai aussi l'impression qu'il a fallu évidemment ces 3 matchs
où il faisait que des mi-temps, parce qu'effectivement, physiquement, il n'était pas au top, et même Orneland le disait en conférence de presse, en notant que Cardona retrouvait petit à petit sa meilleure forme, et c'est en jouant seulement qu'il retrouvera ce coffre-là que vantait Sylvain. Et j'ai l'impression que il y a les relations s'affinent entre à la fois Stassin, mais à la fois aussi David Ashvili, et malgré ce qu'on veut nous faire croire sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait une mésentente, etc., alors que c'est juste un agacement qui est totalement légitime sur un terrain lorsque tu as un appel qui n'est pas réalisé, etc., peu importe. J'ai l'impression que ce trio-là est en train de se trouver, en train d'établir des connexions, et que c'est finalement en jouant tous les trois le plus de temps possible que la relation s'affinera, et que ça pourra avoir des effets positifs et matériels, avec des buts à la clé, des passes décisives, etc. Donc oui, c'est Cardona. Moi, je pense que ça va être l'élément clé de cette deuxième partie de saison, en tout cas offensivement, et évidemment que je vois pas dans quel monde il peut pas être titulaire samedi à domicile contre Nice, avec justement, comme disait Sylvain, David Ashvili à gauche et Stassin en pointe. Sylvain, t'es d'accord avec cette idée-là que le 11 commence à se modeler autour d'Irving Cardona? Oui, et puis moi, il y a une chose qui me plaît bien au milieu de tout ça, c'est cette capacité à prendre ses responsabilités, à avoir une certaine expérience de la Ligue 1, une certaine expérience du football professionnel. Quand tu joues avec Boki, David Ashvili, Stassin, c'est des garçons qui sont en train de maturer encore, qui sont pas à maturation, tu vois. Et Cardona, c'est un garçon qui, certes, avec des résultats qui sont variables, hein, mais qui a connu le championnat allemand, qui a connu le championnat espagnol, qui a connu la Ligue 1 sur plusieurs saisons. Donc en fait, c'est quand même un gage de certitude. Tu as certaines certitudes avec un joueur comme ça. Il sait à quoi s'attendre de la Ligue 1. Et toi, tu sais à quoi t'attendre par rapport à lui de la Ligue 1. Donc moi, j'aime bien cette idée-là, cette figure de responsabilité, de leader d'attaque. Maintenant, il est évident que c'est pas Cardona qui va nous faire se maintenir tout seul. Cardona, c'est une pièce supplémentaire dans le puzzle qui nous permettra de nous maintenir. Et dans ce puzzle-là, il faut que David Ashvili, il faut que Stassin, il faut qu'il y ait quoi, il faut que Mouton, il faut que Moefek, il faut que Tardieu, etc. Mettent chacun leur pierre à l'édifice, tu vois. Maintenant, C'est ça. je pense que Cardona a fait ces 2-3 matchs où il avait besoin d'une remise à niveau physique. La passe D à Marseille a commencé le processus de je suis en train de me guérir et je vais faire le maximum pour que ça aille mieux. Et ce doublé-là, ça y est, le train est parti. Maintenant, je lui souhaite de marquer le plus de buts possible. Et si c'est Cardona qui marque 10 buts d'ici la fin de saison pour nous offrir le maintien, honnêtement, peu importe. Hein. Moi, même si c'est Batou Binsika, Apia qui marque, qu'on sauve ce club absolument parce que l'année prochaine ce sera différent, parce que l'année prochaine on aura passé l'année 1 de ce projet Kilmer et on pourra avancer, je pense. Vraiment, on pourra avancer. C'est vrai que l'année dernière, on avait vu un Irving Cardona monter en puissance. Il avait eu besoin de plusieurs rencontres, d'enchaîner 2-3 prestations mauvaises, on va dire, ou en tout cas moyennes, pour monter en puissance avant de marquer son premier but en Ligue 2. Et puis pourquoi pas un Irving Cardona buteur ce week-end face à l'OGC Nice. Vous l'avez compris, du coup c'est l'instant des pronostics. Karl, je vais te lancer. Qu'est-ce que tu imagines comme résultat pour l'opposition donc de Saint-Etienne face à l'OGC Nice ce samedi? Qu'est-ce que j'imagine ou qu'est-ce que j'espère? On peut... Laisse-moi écouter les deux. Les deux. Ok, bah alors, ce que j'imagine, c'est... malheureusement, très honnêtement, ce que j'imagine, ça va être une défaite, mais 3-1. J'ai bon espoir qu'on marque un but. Ce que j'espère, c'est ce que j'espère en étant raisonnable, un match nul. Je dois forcément voir prendre au moins un but, donc aller un match nul à 2-2. Et ça serait assez spectaculaire, ça nous rassurerait offensivement sans nous rassurer défensivement, mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit contre Nice qu'on puisse se rassurer défensivement, vu la force de frappe offensive, donc voilà. Sylvain, tu penses que les Verts seront capables de gagner des points justement ce week-end? Je sais pas s'ils en sont capables, mais j'espère. Il faut. On peut plus bazarder des matchs. On peut plus se dire bon bah si c'est pas ce week-end, c'est celui d'après. Non, on peut plus. Faut qu'on fasse des points. Je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant cette émission, mais il faut qu'on fasse des points, c'est tout. Faut pas tourner autour du pot. Il faut prendre des points. Et si c'est un point, c'est un point. Un point contre Nice, ça sera déjà un point supplémentaire. Moi, je cracherai pas sur un point, honnêtement.
Tu vois un match nul, donc pas de défaite possible, on va dire, Ouais, ce week-end. j'aimerais bien te dire que je vois un match nul, j'aimerais bien te dire que je vois une victoire de l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est ce que j'aimerais te dire. Et la réalité, c'est que ça va être très compliqué et que je pense qu'on va s'incliner. Malheureusement, on va s'incliner sur un score. On fait face à une des meilleures attaques du championnat alors qu'on a une des pires défenses. Je te fais pas de dessin. Je te fais pas de dessin. Voilà. Ça va être un match où il va y avoir des buts à nouveau. Ouais, non, je nous vois perdre 3-1. Ah bah tiens, C'est vrai que on est raccord. Ouais, mais on Dur, est dur souvent de- raccord, mon gars. Rêve pas comme ça, mais on est souvent raccord, toi et moi. dur de voir les Verts performer, c'est sûr, face aux Aiglons. De mon côté, on va rester sur le pessimisme, hein, avec une défaite 3-1. C'est vrai que ça pourrait tourner autour de ça, et pourquoi pas même un 4-1. Tant qu'on y est, ça serait dans la continuité. N'hésitez pas en tout cas à nous donner vos pronostics en commentaire, et puis pourquoi pas votre avis sur la situation des Verts, votre avis aussi sur la qualité de l'émission. On se prendra un grand plaisir à vous lire et puis à améliorer la qualité de votre contenu pour une rencontre, je rappelle, qui se jouera donc ce samedi 1er mars à 17h dans un stade Geoffroy Guichard, bouillant, espérons-le, face à l'OGC Nice. Messieurs, merci d'avoir été avec moi pour cet avant-match. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne rencontre et allez les Verts. Allez les Verts!